Bien, bonjour. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de commencer à regarder donc la notion de base élémentaire pour traiter la différenciation, enfin la dérivée, pour les fonctions de plusieurs variables, qui est la dérivée partielle. On verra après d'autres considérations, parce qu'évidemment la différenciation va devenir une opération plus compliquée et plus riche pour les fonctions de plusieurs variables par rapport aux fonctions d'une seule variable. Mais donc le composant de base, c'est la dérivée partielle, donc on va commencer par étudier cette notion-là. Donc pour commencer, on va rappeler d'abord la définition d'une dérivée. Donc une dérivée pour une fonction d'une seule variable, la dérivée de f par rapport à x, qu'on peut facilement, enfin qu'on note souvent df sur dx, ou f' de x, mais f', on va voir après tout de suite pourquoi, c'est moins intéressant pour faire l'analogie avec les fonctions de plusieurs variables. Donc df sur dx, c'est la limite pour h qui tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Ça, on se rappelle, c'est une pente, c'est bien la pente que prend la fonction f au point x, donc qui va nous permettre de définir la tangente au point x d'une fonction f. Et donc ce qu'on voit ici, c'est la variation suivant les y divisée par la variation suivant les x. Donc c'est bien la définition d'une pente. Donc l'outil de base pour les fonctions de plusieurs variables, c'est non pas la dérivée, mais c'est la dérivée partielle, parce qu'on va faire en fait la même chose que ce qu'il y a écrit là, mais variable par variable. Donc on va changer les notations. Au lieu d'un d droit comme on a ici, on va avoir un d ronde qui va dénoter la dérivée partielle. Ça veut dire qu'on voit un d ronde, c'est qu'on a une fonction de plusieurs variables, et d ronde de f sur d ronde de xi ici, que je vais dire df sur dxi par la suite, signifie qu'on est en train de prendre la dérivée partielle par rapport à la variable xi. Notre fonction f ici, elle dépend de n variables, x1 jusqu'à xn. Et donc quand on fait la dérivée partielle par rapport à xi, c'est la même définition que ici. C'est la limite pour h qui tend vers 0 de f de x1, x2, etc. jusqu'à xi plus h, virgule xi plus 1 jusqu'à xn, moins f de x1 jusqu'à xn, le tout divisé par h. Donc on voit c'est la même structure de définition que là. La différence évidemment c'est que autour de la variable par rapport à laquelle on dérive, on a d'autres variables qui ici se comportent comme des constantes. Donc de façon générale, pour calculer une dérivée partielle, c'est comme pour calculer une dérivée, sauf que les autres variables, celles par rapport auxquelles on ne fait pas la dérivée partielle, sont considérées comme des constantes, purement et simplement, et traitées comme telles. Voilà. Donc prenons un exemple, ça permettra, enfin toute une série d'exemples d'ailleurs, ça permettra de fixer un peu les idées. On peut prendre d'abord une fonction polynomiale, ça a le mérite d'être des situations assez simples à traiter. Pour commencer, donc f de xy, qui serait égal à x2 plus xy plus y cube, et maintenant ce qu'on va vouloir c'est la dérivée partielle par rapport à chacune des variables x et y. Donc la dérivée par rapport à x, ça va vouloir dire dérivée terme à terme. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, ça ne change pas, cette propriété-là, même pour les dérivées partielles. Et donc la dérivée de x carré par rapport à x, c'est 2x. D'accord. La dérivée de x fois y par rapport à x, ça veut dire que x est la variable, y est une constante. Si vous dérivez a fois x par rapport à x, ça fait a. Et donc ici, x fois y, si vous dérivez par rapport à x, c'est égal à y. Puisque c'est x fois une constante, c'est juste la constante. Et plus y cube, y cube ne dépend pas de x, donc c'est une constante par rapport à x, donc dérivée d'une constante, c'est 0. Donc au total, la dérivée partielle par rapport à x de cette fonction, c'est 2x plus y plus 0, c'est-à-dire 2x plus y. Maintenant, on peut faire la même opération par rapport à y, et cette fois-ci, on voit qu'on va vouloir dériver x carré par rapport à y, c'est-à-dire quelque chose qui va être considéré comme une constante par rapport à y, donc qui fait 0. La dérivée partielle de x carré, c'est 0 par rapport à y. X fois y, en revanche, cette fois-ci, x est la constante, y est la variable, donc quand on dérive, il va rester que x. Et la dérivée partielle de y cube par rapport à y, c'est 3y carré. On se rappelle, la dérivée de la fonction x puissance n, c'est nx puissance n moins 1. Donc la dérivée de y cube par rapport à y, c'est 3y au carré. Donc au total, la dérivée partielle de f de xy par rapport à y, c'est 0 plus x plus 3y2. Au total, x plus 3y2. D'accord. Donc voilà une première façon de traiter, cette situation-là où on veut dériver successivement, on veut prendre successivement la dérivée partielle par rapport à x et la dérivée partielle par rapport à y. Autre fonction, pour voir un peu comment tout ça va se comporter sur des cas un peu plus riches, c'est la fonction x puissance y. Donc la fonction x puissance y, à nouveau, on peut vouloir la dériver par rapport à x ou par rapport à y. Donc la dérivée d'abord partielle par rapport à x, c'est du type x puissance n, puisque y est considéré comme une constante puisqu'on dérive par rapport à x. Donc on vient juste de le voir d'ailleurs, la dérivée, on se rappelle, la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. Donc là c'est exactement la même chose, la dérivée partielle de x puissance y par rapport à x,
c'est y, x puissance y moins 1, puisque y est traité comme une constante. Maintenant, si on prend la dérivée de f par rapport à y, là il faut se rappeler, hein, c'est un peu moins fréquent d'usage, mais la dérivée de la fonction a puissance x, c'est ln de a fois a à la puissance x. Et donc, si on prend la dérivée de f par rapport à y, c'est la situation dans laquelle on se trouve. X est une constante élevée à la puissance y, et donc la dérivée de cette fonction, c'est ln de x, ln de la constante, fois x puissance y fois la même fonction. D'accord. Alors, petit aparté, hein, on voit que ça marche aussi pour la... Enfin, ça marche très bien pour la dérivée d'une fonction exponentielle x, hein, ça fait ln de e qui fait 1 fois exponentielle x. Si vous voulez un cas fréquent d'usage de cette relation sans le savoir, c'est une illustration. C'est un à côté, si c'est pas clair, oubliez-le, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est juste bien voir comment on établit ces deux dérivées partielles. Ensuite, autre exemple, à nouveau un petit peu plus riche, c'est une fonction composée, arc-tangente, appliquée à la fonction x sur y. D'accord. Et là, quand on va prendre la dérivée partielle, successivement par rapport à x ou par rapport à y, on voit que dans un cas, la fonction, ce sera x fois une constante qui vaut 1 sur y, ou la fonction, ce sera une constante divisée par y, suivant qu'on prend la dérivée partielle par rapport à x ou à y. Alors, prenons d'abord la dérivée partielle par rapport à x. Pour une fonction composée, on se rappelle, hein, la dérivée de f rond g, c'est g' multiplié par f' rond g. Donc ici, g, la fonction f qui compose ces arcs-tangentes, elle compose la fonction x sur y. Donc la dérivée de x sur y par rapport à x, c'est x fois une constante qui vaut 1 sur y. Donc la dérivée de x sur y par rapport à x, c'est 1 sur y directement. Et la dérivée de arc-tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Donc ici, là, on l'applique non pas à x, mais à x sur y. Donc ça fait 1 sur 1 plus x sur y au carré. Ok, maintenant on peut rendre ça un peu plus présentable. On sent qu'on peut faire des simplifications. Donc pour simplifier un peu cette expression, ce qu'on peut, c'est mettre au même dénominateur le terme qui est en dessous ici. Pour ça, donc là ici on a x2 sur y2, le 1 on va le mettre sur y2, donc ça va nous faire y2 sur y2, donc au total ici ça nous fait y2 plus x carré le tout sur y2, ce qui nous permet de faire repasser le y2 en haut, y2 sur y ça fait y, et donc au total on obtient y sur x2 plus y2. Voilà. Ok. Donc je vous laisse reprendre si ces manipulations ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à les faire vous-même pour bien vous persuader que c'est ça le résultat. Et maintenant, on va vouloir prendre la dérivée partielle par rapport à y. Alors on voit que ce sera un peu plus taquin, hein, parce qu'on va devoir on va prendre la dérivée de x sur y, qui est une fonction inverse. Donc la dérivée de x sur y, c'est une constante fois la 1 sur y. Donc la dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré, multiplié par la constante qui est x. Donc la dérivée de x sur y, c'est moins x sur y carré, fois la dérivée de arc-tangente appliquée à x sur y, c'est-à-dire fois 1 sur 1 plus x sur y au carré. D'accord. Donc cette fois-ci, pour mettre au même dénominateur, ça a le mérite d'être simple. On peut directement distribuer le y carré sur le dénominateur, là, puisqu'il est multiplicateur. Ça fait y carré fois 1 qui fait y carré, plus ce y carré là simplifié avec celui-là, donc plus x carré. Et le x reste en haut, là. Donc ça fait moins x sur x2 plus y2. Et voilà. On a pris la dérivée de f par rapport à y. Donc ces trois petits exemples-là, je vous ai donné les solutions au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas familier et que vous voulez vous entraîner, c'est une bonne idée de le faire tout de suite, hein, de ne pas perdre de temps à attendre d'autres exercices, ceux-là ont déjà de quoi s'amuser un peu. Voilà. Après, on a vu la dérivée première. Évidemment, dans la vraie vie, entre guillemets, on peut avoir besoin de dérivées plus avancées, dérivée seconde, dérivée troisième, dérivée quatrième. Et la même chose existe également pour les fonctions de plusieurs variables, sauf que cette fois-ci, ça va être un peu plus riche. D'abord, on peut prendre la dérivée partielle seconde par rapport à x uniquement, qu'on va écrire d de x, d sur dx de df sur dx, donc on dérive par rapport à x la dérivée de la fonction f par rapport à x, donc tout ça c'est des dérivées partielles, hein. Et on va avoir une notation pour raccourcir un peu ce genre d'expression, qui sera d de f sur dx2. D'accord. On peut vouloir prendre la dérivée partielle seconde par rapport à y, donc c'est la même notation, hein, d sur dy de df sur dy, qu'on va noter d de f sur dy2. Donc on voit qu'on fait d'abord une dérivée première par rapport à x, et ensuite on refait une dérivée par rapport à x dans ce cas-là, et ici on fait d'abord une dérivée partielle par rapport à y, puis une dérivée partielle par rapport à y à nouveau, pour avoir la dérivée seconde d de f sur dy2. Maintenant, on peut faire une autre dérivée d'ordre 2, qui est en utilisant à la fois x et y. Donc on peut écrire par exemple qu'on fait d'abord la dérivation partielle par rapport à x, puis suivi d'une dérivation partielle par rapport à y. Alors ça évidemment il n'y a pas d'équivalent dans le monde des fonctions de une variable.
et on va le noter simplement d de f sur dy dx. Vous voyez que le plus proche de la fonction, si on met la fonction dehors là, c'est la dérivée qui se fait en premier, c'est la dérivée partielle par rapport à x, puis la dérivée partielle par rapport à y. Et on peut le faire dans l'autre sens, on peut faire d'abord la dérivée partielle de f par rapport à y, suivie d'une dérivation partielle par rapport à x, qu'on va noter d de f sur dx dy cette fois-ci. D'accord. Donc voilà, donc là on voit que les dérivées secondes, déjà pour une fonction de deux variables, on a trois candidates en fait, et les trois vont avoir un rôle à jouer dans la vraie vie, hein. C'est d de f sur dx2, d de f sur dy2, et alors j'ai dit trois pour raccourcir ce qu'on va voir tout de suite, mais en fait il y en a 4 pour l'instant. On a aussi d de f sur dy dx ou d de f sur dx dy. Voilà. Donc c'est les quatre, je vais pas y arriver, les 4 ingrédients de base pour les fonctions de plusieurs variables. Ensuite, un théorème qui est très important, qui va être très général, alors qui n'est pas vrai tout le temps, mais qui est vrai dans tout ce qu'on verra ensemble, disons ça comme ça, c'est le théorème de Schwartz, qui montre que si une fonction f est 2 fois dérivable au point A, une fonction f de plusieurs variables, et que les dérivées sont continues, dans ce cas-là, la valeur de d de f sur dy dx au point A est égale à d de f sur dx dy au point A. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'ordre qu'on veut de dérivation, on trouvera la même chose. Donc à nouveau, c'est pas une propriété qui est vraie pour toutes les fonctions, c'est une propriété très générale simplement, et qui sera généralement vraie dans tout ce qu'on va travailler ensemble. Mais c'est pas un absolu, hein. Il faut voir de façon plus précise éventuellement les conditions de validité. Je les discute pas trop parce qu'on va pas se mettre dans les situations dangereuses ensemble. Pour un cours un tout petit peu plus avancé, vous pourrez avoir besoin de voir ça, ou aller chercher des cours de fonctions de plusieurs variables un peu plus précis que ce qu'on fait ensemble, et vous aurez ça de plus près. Donc maintenant, à nouveau, prenons les fonctions du début. Là, si on prend f de xy égale à x2 plus xy plus y cube, et faisons les dérivations. Donc tout à l'heure, on se rappelle, on avait déterminé les dérivées par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à x, c'était 2x plus y, et par rapport à y, c'était x plus 3y carré. Donc on peut prendre d'abord cette dérivée partielle d de f sur dy dx. On se rappelle que ça veut dire qu'on prend la dérivée par rapport à y de la dérivée de la fonction par rapport à x. Donc on prend d sur dy de 2x plus y. D'accord. Le 2x quand on dérive par rapport à y, c'est une constante, ça fait 0. Et la dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Voilà. Et on va faire la même chose sur cette fonction-là. On va prendre d de f sur dx dy. Donc on prend la dérivée partielle par rapport à x de la fonction déjà dérivée par rapport à y. Donc x plus 3y carré. La dérivée par rapport à x de x, c'est 1, et la dérivée de 3y carré par rapport à x, c'est 0. Et donc, ça nous fait 1. Donc on voit qu'effectivement, pour cette fonction, qui est effectivement pas une fonction pathologique, et donc pour laquelle le théorème de Schwartz s'applique, on a bien d de f sur dy dx qui est égal à d de f sur dx dy. D'accord. Voilà. Autre situation extrêmement importante, c'est la dérivation de fonctions composées. Alors ça va servir abondamment par la suite, donc il faut bien l'avoir un peu en tête. De toute façon, tout ce qu'on voit est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut surtout connaître pour suivre un peu ce qui se passe. Il n'y a pas tellement de slides perdus dans tout ce qu'on voit ensemble. Si on considère une fonction z qui dépend de deux variables u et v, qui serait égale à une fonction f dépendant de x et y, d'accord, où x et y peuvent être montrés comme étant dépendantes de u et v, c'est-à-dire que x est une fonction de u et v, y est une fonction de u et v également. Donc au total, la fonction z est égale à la fonction f, notamment si on exprime la fonction f par rapport à u et v par rapport à ces changements de variables. Donc on voit qu'on a des fonctions composées, c'est-à-dire que la fonction f est liée à la fonction z. Donc ce qu'on peut écrire ici, c'est que la dérivée de z par rapport à u, la dérivée partielle de z par rapport à u, sera égale à la dérivée partielle de f par rapport à x fois la dérivée partielle de x par rapport à u, plus la dérivée partielle de f par rapport à y, fois la dérivée partielle de y par rapport à u. Donc ça, cette relation-là, elle est extrêmement importante, il faut bien l'avoir en tête, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir dériver une fonction composée, ici de plusieurs fonctions, hein, parce qu'on a des fonctions de plusieurs variables, elles sont automatiquement composées en général de plusieurs fonctions à coup sûr. Donc voilà, et de la même façon, la dérivée de z par rapport à v sera égale à la dérivée de f par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à v, dérivée partielle tout ça, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois la dérivée partielle de y par rapport à v. Voilà. Et cette relation-là peut se généraliser à n variables, il n'y a pas de problème, ça se passe tout à fait bien, exactement comme on l'a écrit là. Donc s'il y a 3 variables, il y aura 3 termes ici, et une troisième ligne avec 3 termes également.
on aurait des fonctions de UVW qui seraient dépendantes, des fonctions x, y, z qui seraient dépendantes de UVW chacune d'entre elles. Voilà. Prenons un petit exemple, ça peut pas faire de mal. On va considérer une fonction z de u et de v. Alors ça va peut-être être dans le sens inverse par rapport à ce qu'on a vu, entre u et x et v et y, mais on va voir qu'on retombe sur nos pattes quand même. Je m'excuse d'avance si c'est inversé. Donc on considère la fonction z de u et v qui s'écrit sinus de u plus de v. Et on va considérer u égale x fois y et v égale racine de x plus y. Donc oui, effectivement, c'est pas x qui est fonction de u et v, ici c'est u et v qui sont fonctions de x et y. Ok, et on va considérer en face la fonction de x et y f qui s'écrit sinus de xy plus 2 facteur de racine de x plus y. On voit qu'effectivement le u est devenu xy ici, et v est devenu racine de x plus y. Donc ces deux fonctions-là sont entre guillemets la même fonction une fois qu'on tient compte du changement de variable. Maintenant la question c'est, est-ce qu'on arrive à exprimer la fonction df sur dx suivant les règles qu'on s'est données juste avant. Alors, calculons d'abord la dérivée partielle de f par rapport à x. Elle est égale à d sur dx. Donc ça, c'est une fonction composée. Donc on doit faire la dérivée par rapport à x de ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction sinus, donc de xy plus 2 racine de x plus y, multiplié par la dérivée de la fonction sinus qui est cos, appliquée à ce qu'il y avait déjà dans le sinus. D'accord. Ok. Donc ça, c'est bon. Le cos facteur de xy plus 2 racine de x plus y, ça, on n'y touche plus. Maintenant, il faut qu'on dérive par rapport à x ce terme-là. D'accord. Donc la dérivée par rapport à x de x fois y, ça va être y. La dérivée par rapport à x de y, ça va faire 0. Et la dérivée par rapport à x de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc au total, ce terme-là devient, le xy devient y. Le 2 racine de x devient 1 sur racine de x. Et le y disparaît purement et simplement. Et ce terme-là ne change pas. Donc ça, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x. Et ça, c'est supposé être égal à dz sur du fois du sur dx, plus dz sur dv fois dv sur dx. C'est dans le sens inverse tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu dz sur dx fois dx sur du, plus dz sur y fois dy sur du. Bon, bref. Je m'excuse pour cette inversion. J'ai pas eu le courage de refaire mes slides. Donc, à partir de là, on va appliquer cette définition-là et on devra tomber sur nos pattes, on devra tomber sur cette expression-là. D'accord ? Donc, écrivons-le, la dérivée de z par rapport à u. Donc là, notre fonction maintenant, c'est celle-là. Donc c'est sinus de u plus de v. Alors la dérivée, là, est vachement plus simple à prendre. La dérivée de, de u plus de v par rapport à u, c'est u plus une constante. Et donc la dérivée de sinus, c'est cos. Donc ça fait cos de u plus de v, et puis c'est tout. La dérivée de cette fonction u plus de v par rapport à u, c'est 1. Donc ça fait 1 fois cos de u plus de v. Multiplié par la dérivée de u par rapport à x, la dérivée de xy par rapport à x, c'est y, d'accord, plus la dérivée de z par rapport à v, donc la dérivée de z par rapport à v, c'est 2, c'est-à-dire u plus de v dérivé par rapport à v, ça fait 2, fois la dérivée de sinus, c'est cos, de u plus de v, fois la dérivée de v par rapport à x, la dérivée de v par rapport à x, c'est 1 sur 2 racine de x. C'est racine de x par rapport à x, c'est racine 1 sur 2 racine de x, et la dérivée de y par rapport à x, c'est 0. D'accord, donc au total, ça fait bien ça. Maintenant, on peut associer les deux termes, ça fait cosinus de u plus de v facteur de y, 2 fois 1 sur 2 racine de x, ça fait 1 sur 2 racine de x, donc ça fait cosinus de u plus de v fois y plus 1 sur racine de x. Donc on voit apparaître exactement la même expression, y plus 1 sur racine de x, multiplié par cosinus de u, mais cosinus de u c'est xy, plus 2v, et v c'est racine de x plus y. Donc on tombe bien exactement sur nos pattes, qu'on écrive la dérivée partielle de f par rapport à x directement à partir de sa relation, ou à partir de la fonction de la composition avec u et v. D'accord, on arrive bien à la même chose. Donc c'est juste une illustration du fait que ça marche bien. Voilà. Ok. Maintenant, on va dériver une notion extrêmement importante qui est la notion de différentiel. On va voir que ça va avoir plusieurs niveaux d'importance, entre guillemets, mathématiquement, et puis notamment dans beaucoup de domaines de la physique et de la chimie, enfin de la physico-chimie en général. Donc c'est vraiment une notion très importante, c'est la notion de différentiel. On va juste considérer pour une fonction à deux variables pour l'instant, mais ça se généralise sans aucun problème. De la même façon, des fois on va faire des fonctions de plus de variables, 3, 4, etc. Donc la différentielle d'une fonction f de xy, alors on la note avec un d droit cette fois-ci, d'accord. Donc la d de f de xy est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x fois un dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy.
et ça se généralise à n variables de la même façon. Hein. Si on avait x, y, z, ce serait df sur dx, dx, plus df sur dy, dy, plus df sur dz, dz, etc. etc. Alors, les propriétés de la différentielle qui sont importantes, enfin elles le sont toutes, mais celles-là sont vraiment essentielles, c'est d'abord que la différentielle d'une somme ou d'une différence, c'est la somme ou la différence des différentiels. Hein. D de f plus ou moins g, c'est d de f plus ou moins dg. En fait, c'est les mêmes propriétés qu'on a que pour la dérivation. D de f fois g, c'est f dg plus g df. Et d de f sur g, c'est g df moins f dg sur g2. Donc là, vous voyez, c'est vraiment les relations qu'on a sur les propriétés de dérivation, simplement. Et une autre qui va être souvent très utile, hein, c'est d de ln de f est égal à df sur f. Donc tout ça, ça ressemble comme une goutte d'eau à la dérivée de f sur g, la dérivée de f fois g et la dérivée de ln de f, en quelque sorte. Sauf que la dérivée du f est remplacée par df ici, la dérivée de g par dg. Mais les expressions sont complètement équivalentes sinon. Ok, donc ça c'est les propriétés qui peuvent être très importantes pour manipuler les différentiels dans différentes situations. Voyons un exemple d'application de la différentielle, c'est du calcul approché, notamment. Si on a une fonction dont on veut connaître une valeur approchée avec une erreur, ce qu'on va dire c'est que la valeur approchée avec une erreur qu'on va noter delta f sera à peu près égale à df. C'est-à-dire que si on connaît la fonction en f de x et y, et qu'on veut connaître sa valeur en f de x plus dx et y plus dy, elle va être égale, grosso modo, à f de xy plus df, c'est-à-dire plus df sur dx delta x plus df sur dy delta y. Donc, prenons un exemple tout à fait trivial, enfin trivial, pas complètement, mais si on veut calculer 0,99 à la puissance 3,02 et qu'on est sur une île déserte loin de toute calculatrice, grosso modo, on voit que moralement 0,99 c'est 1 et 3,02 c'est 3. Donc, on est en train de considérer en fait la fonction x puissance y en un point qui est 1 à la puissance 3. Et donc cette fois-ci, on va vouloir calculer donc la valeur approchée de cette fonction en partant de x égale à 1, et dans ce cas-là, on voit que delta x va valoir moins 0,01, parce que 1 moins 0,01, ça fait bien 0,99. Y vaut 3, et delta y vaut 0,02, parce que 3 plus 0,02, ça fait bien 3,02. Et maintenant, on peut utiliser cette relation-là pour calculer une valeur approchée de 0,99 à la puissance 3,02. Donc pour ça, il faut qu'on calcule notre df. Le df, on l'avait déjà calculé, si vous vous rappelez, les dérivées partielles de cette fonction, x puissance y. Donc le df ici sera la dérivée partielle par rapport à x, c'est-à-dire yx puissance y moins 1 fois le dx. Et la dérivée partielle de x puissance y par rapport à y, c'était ln de x fois x puissance y, et cette fois-ci du coup, fois dy dans la différentielle. Ok, ben maintenant on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. Ça nous donne que 0,99 à la puissance 3,02 est égal à peu près à f de xy, c'est-à-dire 1 au cube, plus le df, c'est-à-dire ici, y vaut 3, donc 3 fois 1 à la puissance 2, d'accord, c'est le 1 à la puissance 3 moins 1, donc 1 à la puissance 2, multiplié par dx, c'est-à-dire multiplié par moins 0,01, okay, plus ln de 1 fois 1 au cube, fois 0,02, ln de 1 pour x, fois 1 à la puissance 3, fois le dy qui vaut 0,02. Alors ici, c'est un cas, bien sûr, pris un peu volontairement pour que ça simplifie bien les choses. Ln de 1, ça fait 0, donc ce terme-là disparaît purement et simplement. Ce terme-là vaut 1 au carré, ça fait 1. Moins 0,01 fois 3, ça fait moins 0,03. Donc au total, ça fait 1 moins 0,03, ça fait 0,97. Donc une valeur approchée de 0,99 à la puissance 3,02, c'est 0,97. Si vous prenez votre caltoche, pour comparer, vous trouvez 0,9701. Donc on voit qu'effectivement, là, à la main, on a pu trouver une valeur approchée sans aucun problème, et qui est tout à fait crédible. Hein, à la 4e décimale seulement, on voit apparaître une erreur, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, pas forcément si bon, mais ça c'est à voir situation l'une après l'autre. Voilà. Lié à cette notion de différentiel, on a la notion de forme différentielle. Donc une forme différentielle, qu'on va noter petit oméga dans la suite, pour deux variables, c'est une équation, si vous voulez, qui va s'écrire de la forme oméga égale x, qui dépend de x et y fois dx, plus y, qui dépend de x et y fois dy.
Okay. Donc ces choses-là, on peut les retrouver très facilement dans la vraie vie, et on va voir tout de suite le lien avec les différentiels. En fait, à partir du moment où une forme différentielle oméga est en fait une différentielle, on va appeler ça une forme différentielle totale exacte. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez écrire des équations de la forme une certaine fonction de x et y fois dx plus une fonction y qui dépend de x et y fois dy, telles que x et y ne sont pas spécialement des dérivées partielles d'une fonction f par rapport à x et par rapport à y. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas des formes différentielles totales exactes, c'est juste des formes différentielles. Si en revanche, on peut trouver une fonction petit f telle que grand x est égal à df sur dx et grand y est égal à df sur dy, là, c'est une forme différentielle totale exacte. Une condition nécessaire pour qu'une forme différentielle soit une forme différentielle totale exacte, c'est que dx sur dy soit égal à dy sur dx. D'accord ? Parce que dx sur dy, si c'est une forme différentielle totale exacte, ça veut dire que ça, c'est égal à d de f sur dy sur dx, et on se rappelle du théorème de Schwartz, qui nous dit que ça doit aussi être égal à d de f sur dx, dy pour beaucoup de fonctions, et ça, là, c'est égal à dy sur dx. Donc ça, c'est une condition nécessaire. Alors, elle n'est pas suffisante dans tous les cas, donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier, qui ne vous le garantira pas. Ça dépend en fait de la connexité du domaine de définition. Alors, on n'a pas discuté tant que ça les domaines de définition. Un domaine de définition non connexe, ça veut dire qu'il y a des trous dans le domaine de définition. Donc, c'est pas juste un bloc continu, mais vous pouvez vous trouver avec, dans le domaine de définition, des trous. Et dans ce cas-là, le domaine n'est pas simplement connexe, et dans ce cas-là, cette condition n'est pas suffisante. D'accord ? Nous, ensemble, on va se limiter à des cas relativement simples, donc ce ne sera pas des problèmes pour nous. Mais dans la vraie vie, et si vous voulez aller un peu plus loin, il faudra aller voir les situations où ces choses-là deviennent un peu plus compliquées. Prenons un exemple. On va considérer oméga égale y dx plus x dy. Donc on voit que c'est une forme différentielle. D'accord ? C'est bien y multiplié par dx, ça c'est bien une fonction de x et y. Bon, il se trouve qu'elle dépend que de y, mais pourquoi pas. Plus une fonction de x et y qui dépend en l'occurrence que de x fois dy. Donc c'est bien une forme différentielle. La question c'est, est-ce que c'est une forme différentielle totale exacte ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut remonter à la fonction f dont vient cette forme différentielle totale exacte ? Donc d'abord, on va aller voir si on a une chance que ce soit vrai. On va prendre la dérivée de grand x, c'est-à-dire le terme qui multiplie le dx par rapport à y. Ça fait d sur dy de y qui fait 1. Et on va prendre la dérivée de grand y, c'est-à-dire ce qui multiplie le dy, c'est-à-dire pour nous x en fait par rapport à x, et il se trouve que ça fait 1 aussi. Donc on a bien dx sur dy qui est égal à dy sur dx. Donc, c'est a priori bien une différentielle totale exacte. Là, le domaine de définition n'est pas du tout problématique. Hein. X comme y, c'est défini partout. Alors, la fonction dont elle dérive pourrait être plus tordue, mais ça, on va voir. Donc, ce qu'on sait simplement, c'est qu'a priori, c'est une différentielle totale exacte pour laquelle on aurait df sur dy égale x et df sur dx qui est égal à y. Comment est-ce qu'on peut remonter à la fonction f en question ? Pour ça, on va choisir un des deux termes. On propose par exemple de choisir df sur dx égale à y, et on va intégrer par rapport à x. Donc, puisque là, ça, c'est l'expression de la dérivée de f par rapport à x. Si j'intègre par rapport à x, la primitive de y par rapport à x, c'est x fois y. Vous voyez que si je dérive x fois y par rapport à x, ça me donne bien y. D'accord ? Plus une fonction qui ne doit pas dépendre de x, mais qui peut dépendre de y. Parce que si je dérive cette expression-là, on voit bien que la dérivée par rapport à x de xy, c'est le y, et la dérivée de g de y, qui ne dépend pas de x par rapport à x, donc c'est 0. Donc quand j'ai fait mon intégration ici par rapport à x, je me retrouve avec une inconnue, qui est une fonction cette fois-ci, qui n'est pas juste une constante, mais qui est une fonction qui dépend de la variable par rapport à laquelle je n'ai pas intégré. D'accord. Et maintenant, on va aller regarder ce qui se passe par comparaison avec le df sur dy. Ce qu'on sait, c'est que df sur dy doit être égal à x, puisque c'est l'expression qu'on a ici. Le x ici, c'est le df sur dy en fait. Donc on dérive ça par rapport à y. La dérivée par rapport à y de xy, c'est x. Et la dérivée de g de y par rapport à y, c'est g' de y. D'accord ? Et donc ça, il faut que ce soit égal à x. Donc pour que ça soit égal à x, il n'y a pas 50 000 possibilités. On a que g' de y doit être égal à 0. Pour que g' de y soit égal à 0, il faut que g de y soit une constante. D'accord. Et donc finalement, ce qu'on voit, c'est que y dx plus x dy est bien une différentielle totale exacte. Et toutes les fonctions f de x et de y qui peuvent être la primitive, si vous voulez, de cette différentielle totale exacte,
c'est les fonctions x fois y plus une constante. Et voilà. Comment on peut établir la forme de la fonction antécédente par façon de parler, de notre différentiel total exact. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les dérivées partielles à ce stade. On va voir dans les vidéos qui viennent, dans les cours qui viennent, des notions plus avancées. Mais là, dans cette vidéo, le but du jeu, c'est de brasser au maximum la notion de dérivée partielle seconde, qui s'est enrichie, et puis la notion de différentiel, et de différentiel total exact. Voilà. J'espère que c'était clair, n'hésitez pas s'il y a des questions, et puis on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures.